Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs de Radio M, bonjour pour l'avant-dernier numéro du Café Presse Politique. En ce juillet 2018, nous nous retrouvons avec la Dream Team. Hassan Mouali qui vient d'arriver, bonjour. Bonjour. Amar Ingrachen, bonjour. Abed Sharif qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Abed, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Alhamdoulilah. Allah yabarak. Khaldrani nous a fait faux, bon, on en parlera une autre fois. Khalif, ça va? Ammar Khalif, oui. Non, pas Ammar Khalif. Akram Khalif, ça va? Tout se passe bien? Ça va. Alors, nous avions prévu d'évoquer un sujet cette semaine. On va bien sûr évoquer les matchs de la semaine, mais il y a un fait d'actualité qui a fait que on sera obligé d'en parler en priorité. Ce fait d'actualité, évidemment, ne fait pas partie des images de la semaine. C'est l'attaque en Tunisie, à Raldimaou, contre une patrouille de l'armée tunisienne. Messieurs, vous avez la parole. Pour l'image. Bien sûr. L'image, moi, je retiens l'image. Enfin, l'image, c'est le cadre d'Abdelaziz Bouteflika à l'occasion du 5 juillet. Donc, tout le monde en parle. On a vu, faute de voir le président de la République faire un discours, alors sortir dans Alger. Et finalement, on a eu droit à un cadre. C'était indigne. Ça nous renvoie un petit peu l'image du pays. Voilà, maintenant, on célèbre le cadre sous haute protection. Et ça annonce, ça décline l'image pitoyable de notre pays. Et puis, il y a une autre image, c'est l'élimination du Brésil qui m'a vraiment choqué personnellement. Ammar? On a constaté ces derniers temps qu'il y a une prolifération de mosquées. Ammar, ton papier. Sur la page, il est beaucoup plus intéressant que ce que tu vas dire. Je pense que ce que je vais dire la est nouvelle, tout aussi intéressant. Donc, il y a une prolifération de mosquées dans le pays. Ça m'a fait... Ça m'a gêné un peu. Et puis, il y a quelqu'un qui m'apprend que les gens qui fréquentent les mosquées le font très souvent pour utiliser les toilettes parce qu'il n'y en a pas dans nos villes. C'est vrai que... Ça m'a rassuré. Oui, voilà. c'est pas... Bon, c'est un sujet de Café Presse Politique, ça. L'image de la semaine? C'est l'histoire du cadre, mais moi, ça m'a inspiré une autre réflexion. Tu sais, les Chinois, ils ont l'année du chien, l'année du loup, etc. Et je crois que nous allons vivre l'année du cadre d'ici la présidentielle de 2019. C'est le rapprochement entre Asmara et Addis Abeba, 20 ans de guerre, l'Éthiopie qui prend le pari de la paix avec l'Érythrée. C'est un événement qui est très très important, surtout si l'on prend en compte ce qui s'est passé en Éthiopie, le pari sur la jeunesse, les changements qui sont en train d'arriver, c'est important. Et c'est à regarder de près. Il y avait essentiellement un problème de frontières, c'est plus facile à régler en général. Hein. C'est pas comme... non, ils ont des problèmes ethniques aussi. Très bien. Alors, est-ce que le terrorisme a été éradiqué en Algérie? C'est le sujet de cette première partie du Café Presse Politique. Nous en aborderons une autre dans la deuxième partie, toutes différentes. On avait choisi ce sujet et dans la semaine, il y a eu cette terrible embuscade à Raldimaou. Raldimaou, c'est une partie boisée qui est les frontalières de l'Algérie, qui a été pendant longtemps le PC de Boumediene, du COM 2, de l'état-major de l'ALN aux frontières. Et la question se pose tout de suite, elle s'est déjà posée, est-ce que le groupe armé qui a agi venait
d'Algérie a-t-il bénéficié de soutien à partir de l'Algérie? Parce que nous sommes vraiment sur une zone où on peut passer d'une zone à l'autre depuis le démantèlement de l'île Maurice. Qui veut répondre le premier? Je peux répondre. En fait, je répondrai par une question. Qu'est-ce que ça change que le groupe vienne d'Algérie? Ça ne change absolument rien. Le terrorisme aujourd'hui est transnational. Le groupe Aqba ibn Nafa', la phalange Aqba ibn Nafa' en Tunisie, elle est composée en majorité de Tunisiens. Elle a un commandement tunisien, mais elle a aussi énormément d'Algériens. Il y a un phénomène en Algérie qui fait que de plus en plus de terroristes quittent l'Algérie et partent vers la Tunisie, partent vers la Libye. Mais en majorité, ils sont en Tunisie. Donc, que l'attaque ait été faite à partir de l'Algérie ou à partir de la Tunisie, c'est pas spécialement important. Pas important. Ce n'est pas. En fait, si l'Algérie était un pays où il y avait un commandement déclaré, apparent du terrorisme, et que l'attentat se serait déroulé à côté de la frontière algérienne, on pourrait se poser des questions. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il ne se passe rien de ce côté-là, du côté algérien de la frontière. Et le gros de ce qui se passe, il est plutôt en Tunisie. Bon, c'est déjà différent. Abed? Moi, je voudrais d'abord parler d'un symbole. C'est le nom Ghardimao. Ghardimao, symboliquement, c'est le fief de l'état-major de l'ALN pendant la guerre de libération. C'est la solidarité tunisienne, algérienne, marocaine. C'est un esprit, c'est un moment politique de l'histoire du pays. Ce symbole, les terroristes tunisiens veulent le transformer et donc ils voulaient que Ghardimao puisse avoir une autre résonance. Est-ce qu'ils vont réussir? À mon avis, non, parce que c'est trop fort. Ensuite, la première question, c'est est-ce que le terrorisme a été vaincu en Algérie? Oui. Le terrorisme comme menace pour l'État algérien, ça y est, c'est quelque chose qui n'existe plus. Par contre, moi je suis un peu fasciné par ce nouveau terrorisme qui existe et qui n'a aucune perspective politique. Ce sont des groupes, allez, on va dire sur les 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme groupe terroriste en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans toute la région? On peut imaginer qu'il puisse y avoir, on va dire, 1000, 2000 irrédentistes. Donc, c'est beaucoup, hein. C'est des espèces d'illuminés qui vont graviter dans tous ces pays-là. Il n'y a aucune... C'est beaucoup, non. Il n'y a aucune perspective politique pour eux. Donc, c'est une existence qui va être là, destructrice, et qui ne va pas fondamentalement influer sur l'évolution des pays en question. Mais il faudra vivre avec. À mon avis, c'est l'hypothèse la plus plausible. Alors, moi, je vais poser peut-être la question différemment. Est-ce qu'on peut imaginer... Oui. On a utilisé un mot, je crois que c'est Mqdad Sifi qui a utilisé cette formule, le terrorisme résiduel. Là, il est un cran au-dessous de résiduel. C'est même pas résiduel. Parce que si on prend le rythme des attentats en Algérie, il y en a combien? 1, 2 par an. 2 attentats par an, c'est pas une menace pour l'État, c'est pas une menace pour la société. Le pays vit parfaitement avec, sauf peut-être il empêche du tourisme dans le désert, il empêche un certain nombre de choses qui à la marge. Mais fondamentalement, ça ne change rien. Ça ne change rien. Est-ce que on peut, messieurs, imaginer que l'État algérien se soit déjà adapté à l'absence d'une menace terroriste? Parce que pendant des années, il a tenu en laisse la société civile et l'opinion avec cette menace qui a été réallumée avec le printemps arabe, la menace libyenne, la menace du Sahel, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer une situation où dans la construction de sa, entre guillemets, de sa légitimité, l'État met en devant le fait qu'il a sécurisé la situation et qu'il ne parle plus de menaces sécuritaires? Moi, je peux répondre. Moi, je pense que ce n'est pas que la menace terroriste n'existe plus en Algérie ou que l'Algérie a vaincu le terrorisme militairement, mais c'est le terrorisme qui a changé de nature. En fait,
traditionnellement, le terrorisme se pratique dans ce qu'on appelle les cadres conventionnels. C'est souvent pour promouvoir une cause, un groupe, une cause idéologique, politique, un groupe, un mouvement religieux, etc. Mais aujourd'hui, cette façon de pratiquer le terrorisme n'existe plus. Il y a une autre façon, c'est du terrorisme non conventionnel qui souvent s'exerce pour des objectifs d'abord de court terme, très conjoncturel, pour faire une pression sur un État, sur une région, sur une personnalité, etc. Donc le terrorisme a changé de nature et d'objectif. Il y a plus de terrorisme à l'image de ce qu'on a vécu en Algérie dans le monde. Et si aujourd'hui en Algérie on ne sent pas cette menace terroriste, c'est parce que peut-être actuellement il n'y a pas d'enjeu qui ferait de sorte que les terroristes frappent en Algérie. Je vous rappelle que en 2013, parce qu'il y avait un enjeu concret, il y a eu une attaque terroriste janvier 2013 à Tigentourin d'envergure. Ça a été une vraie catastrophe pour le pays. Donc c'est, à mon avis, c'est dans cette conjoncture que l'on est aujourd'hui. Le terrorisme a changé de contenu, a changé de démarche à ce point, on peut le penser. Je peux rappeler rapidement, avant que tu répondes, Hassan, que la dernière vague de montée du terrorisme, c'est du djihadisme international, c'était après l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Donc chez nous, c'était en train de descendre avec des courbes qui montrent que c'est remonté avec les départs vers l'Irak. Donc les grandes causes qui mobilisent n'ont pas complètement disparu. La dernière, plus tard, c'est celle de l'État de Daesh. Il reste encore des causes structurantes globales. Donc, mais est-ce que, par ailleurs, ça a quand même changé ? Moi, je partage l'idée selon laquelle le terrorisme, la menace terroriste en Algérie, elle ne se pose pas avec la même acuité qu'on l'a connue durant les dernières années. Du moins, on peut dire que l'État algérien a vaincu militairement le terrorisme, et le terrorisme n'a plus de contenu en Algérie. Et il n'y a pas de mouvement politique, il n'y a pas de mouvement idéologique, il y a ce qu'on appelle le djihadisme international. Les terroristes algériens essayent de se connecter à ce djihadisme international qui peut avoir des intérêts conjoncturels comme ça pour commettre des attentats. Et je rejoins Abed sur le plan de la symbolique, ce qui s'est passé à Ghardimao. C'est vrai que ça me rappelle inversement Saqiet Sidi Youssef. Saqiet Sidi Youssef a cimenté un peu l'unité entre les Algériens et les Tunisiens pour la même cause. Et là, on frappe un symbole. Ghardimao, c'est le terrorisme. On peut penser que certains voudraient dire que ce sont des terroristes algériens qui auraient commis ça en Tunisie, et pourquoi pas, les terroristes vont profiter de ces soupçons, entre guillemets. Beaucoup de médias tunisiens se posent la question, et tous les médias internationaux ont spécifié que ça s'est passé à la frontière algérienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un détail de taille. Je pense qu'ils sous-entendent que ce sont des terroristes algériens qui auraient commis ça ou aidé, en tous les cas, et il y a ça. Mais l'incident sur l'Algérie, je pense qu'on en a fini avec le terrorisme. Il y a ce qu'on a appelé le terrorisme... Hassan, on en a fini avec le terrorisme. Mais pourquoi dans le bilan, aujourd'hui il y a le bilan de la période, pourquoi ils ne s'approprient pas cela ouvertement ? Dire il n'y a plus de terrorisme du tout. Moi je pense qu'il est utilisé politiquement. Parce qu'il y a un autre volet, quand on observe quotidiennement les bilans de l'ANP, chaque jour les rédactions sont inondées de communiqués, on annonce, parfois c'est des arsenaux de guerre qui sont récupérés, et de neutralisation de dizaines de terroristes. Moi je me souviens en 2004 ou 2003, Yazid Zerhouni, alors ministre de l'Intérieur, il disait qu'il ne reste que 375, si ma mémoire est bonne, de terroristes dans les maquis. Depuis 2004 à ce jour, on a dû attraper au moins 5000 terroristes. Donc je me pose la question.
entre 2004 et Plus 2018. que 700, mais pas 5000. Eh ben, écoute, il y a eu même des attentats spectaculaires entre-temps. Donc, moi, je penche à l'idée selon laquelle, quelque part, on gère politiquement ce terrorisme résiduel. La preuve, à chaque fois, on nous dit, attention, l'Algérie elle est au milieu d'un cercle de feu. On utilise la menace. Il y a une menace, c'est vrai qu'il y a une menace. La Libye, avec la dissémination des armes, toutes les frontières, le Mali, le Niger. À chaque fois, on met en avant la menace qui pèse sur le territoire national pour un peu justifier, je dirais, le statu quo politique. Donc, quelque part, on utilise un peu la menace terroriste. Est-ce que ça, c'était pas le bébé de... Est-ce que ça, c'était pas la démarche plutôt générale Tofir? Cette démarche-là, d'utiliser des résidus de groupes armés et de laisser une pression sur Bouteflika pour être utile, pour dire attention, le danger est toujours là, tu as besoin de moi, tu as besoin du renseignement militaire. Même Bouteflika utilise ça. Ça, c'est la théorie de Qadi Hassan. Bon, il peut la développer. Par contre... Il a prouvé, ça fait... Enfin, j'en dirai un mot tout à l'heure. Pour le moment, je pose des questions. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que il faut revenir à des choses qui sont basiques, très simples. Des gens qui mènent des actions armées sont supposés avoir des objectifs politiques. Soit prendre le pouvoir, soit imposer une participation au pouvoir, ce que faisait l'AIS, etc. Donc tout ça est tombé. Et il faut se rappeler que Daesh a prétendu bâtir un État islamique, donc sur la base d'une action militaire terroriste d'envergure. En Algérie, tout ceci, c'est du passé. Mais dans ces histoires-là, l'histoire ne s'arrête pas. Aujourd'hui, l'Algérie est obligée de gérer le terrorisme en Tunisie, en Libye et dans les pays du Sahel. Ça, c'est une complication supplémentaire. Durant les dernières années, il y a eu une massification de la présence militaire en Algérie avec des équipements, avec de la formation. Il y a eu des budgets importants qui ont été mis en place. Ça a donné des résultats. C'est une belle, comme dirait un bon marxiste militariste, c'est une baisse tendancielle du terrorisme jusqu'à un seuil donc très très bas. Mais il n'y a pas de frontières fermées, Gardiouma nous le rappelle, et donc il faut ce qui est en train de se faire en Algérie et dans le monde, c'est une vision de la lutte antiterroriste qui doit se faire autrement. Et là, les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts algériens et les intérêts des pays qui veulent participer à la lutte antiterroriste en Libye et au Sahel ne sont pas les mêmes. Donc là, ça pose un autre problème. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que les intérêts ne soient pas les mêmes, mais je voudrais quand même rappeler, par rapport à la menace, ça c'est compliqué, libyenne, le Sahel, etc., que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 2012, 2011, 2013, l'émir du Sahel, Akmi, était nommé à partir des massifs de Yakournen et de l'Akfadou par l'émir Droudkel. C'était lui le patron et il désignait qui était l'émir au Sahel. Donc la connexion, en fait, l'Algérie, c'est pas une solution, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. J'ai juste une petite réserve sur ça. Comme sur la déclaration de Zerhouni d'il y a 15 ans, il y a une partie de l'info. Ça, c'est de la com. Ça, c'est des choses qui sont destinées à la consommation. Zerhouni, quand il a dit ça, il s'adressait à qui? Aux Algériens, à des interlocuteurs étrangers, à des interlocuteurs algériens autres que nous. On ne sait pas. C'est de la com. Donc, je pense que ce type... Yakouren, Droudkel, qui gérait à partir de Yakouren, etc. Moi, je reste très réservé sur ce type d'information. Je pense que prétendre que les terroristes qui activent encore en Algérie auraient un projet politique, c'est pas très sérieux du tout. Quand on suit ce qui se dit par les spécialistes des questions sécuritaires et militaires, on sait très bien que les mouvements terroristes aujourd'hui, les groupuscules qu'ils soient en Algérie, au Sahel ou ailleurs, sont très connectés avec les groupes mafieux à travers le monde, le crime organisé, les cartels de la drogue, les services, les mercenaires. Chasser la France du nord du Mali, c'est pas un projet politique?
C'est pas un projet. C'est justement, c'est un argument politique qui c'est une formulation politique de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Il y a un mouvement politique armé qui s'appelle Al-Qaïda, qui existe depuis 30 ans, qui est beaucoup plus fort, qui existe aujourd'hui pratiquement depuis 30 ans, qui est beaucoup plus fort qu'à sa création, qui frappe. À sa création, il était présent dans 3 pays. Aujourd'hui, il est présent dans 24 pays dans le monde. Ils font 10 fois plus d'attaques qu'il y a 10 ans. Oui, c'est exactement. Leur objectif n'a jamais été d'établir un califat ou d'établir un État. Leur objectif a été de faire sortir les intérêts américains et sionistes de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc, ils sont dans un terrorisme de combat et non pas dans un terrorisme de conquête, comme l'a été le GIA, l'AIS en Algérie. Donc, aujourd'hui, on a le AQMI et les organisations EJNIM dans le Sahel qui ont d'autres objectifs. Tign Tourin, le fait d'avoir frappé Tign Tourin n'était pas orienté principalement pour l'affaiblissement de l'Algérie, mais il était là pour frapper la Grande-Bretagne et la Norvège. Avant tout, l'objectif militaire Tign Tourin était un objectif, dans la lexicologie terroriste, djihadiste, un objectif étranger. L'objectif était de tuer le maximum d'étrangers et de faire sortir Statoil et BP d'Algérie. Et pour ça, ils ont réussi quelque part. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la guerre à la France et à la coalition dans le Sahel. Il n'y a qu'à voir JNIM, Jabhat Nusrat al-Islam Muslimin, n'a fait aucun attentat en Algérie. Je ne les défends pas parce qu'eux considèrent que l'Algérie potentiellement n'est pas un problème pour eux. C'est un État musulman, c'est un peuple musulman, ils s'en foutent. Eux, leur objectif premier, c'est de combattre les croisés français dans le Sahel. On a le même phénomène en Tunisie, on a le même phénomène. Il y a des touristes russes en Tunisie, il n'y a pas de croisés français, des touristes russes. C'est déjà le combat, le projet n'est pas le même. Écoute, quand un terroriste affilié à l'idéologie d'Al-Qaïda s'attaque à un citoyen français ou qu'il se fasse exploser dans une ambassade américaine, l'objectif est le même. C'est de terroriser des non-musulmans en terre d'islam et de les faire partir. C'est l'objectif aujourd'hui de la mouvance Al-Qaïda. Il n'y a pas... Est-ce qu'on peut considérer... Je vais vous expliquer. Pour illustrer. Je vais vous expliquer. L'attentat Gourdel, c'est cela. Clairement. L'attentat Gourdel... Maintenant, pourquoi la Tunisie ? La Tunisie est un très vieux rêve de la mouvance djihadiste mondiale d'établir un califat africain. L'objectif était d'avoir un pays, un califat, qui s'étendrait du Nigeria jusqu'à l'Égypte, avec pour capitale Kérouan. Ça a toujours été l'objectif que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une accumulation et un amoncellement de petits groupes terroristes qui se trouvent là-bas et qui attendent l'opportunité. Al-Qaïda, qui était supposée et présumée défaite à plusieurs reprises de son histoire, s'est retrouvée dans la même table des négociations que les États-Unis et allié des États-Unis en Syrie. Donc, ces groupes djihadistes affiliés à ce djihadisme de combat s'inscrivent dans l'avenir et n'insultent pas le futur. Ouais. Donc ce sont des groupes qui s'implantent dans des zones potentiellement fructueuses pour eux et qui y restent. L'Algérie aujourd'hui ne représente rien pour eux. Non, je partage pas beaucoup ce point de vue. C'est pas grave. Non, parce que moi, ce que je note, c'est que dans l'action terroriste, on va dire en Afrique du Nord, parce que à partir de maintenant, ou là depuis 1 ou 2 ans, il faut aussi impliquer le Sinaï et l'Égypte. Donc, dans toute cette étendue, le terrorisme est à des stades très hétérogènes. Le stade le plus avancé, de mon point de vue, c'est l'Algérie. C'est le pays qui est passé par toutes les expériences et qui est à la fin d'un cheminement. Pourquoi la Tunisie ? Parce qu'ils peuvent le faire.
il y a d'autres pays qui sont plus fliqués, qui sont mieux gérés, mieux administrés, où ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi le Sahel? Parce que la défaillance de l'État fait qu'ils peuvent le faire. S'il n'y avait pas une présence étrangère assez forte, ça serait encore beaucoup plus grave. Donc, il y a ce décalage entre des situations sociales et les potentialités locales du terrorisme. Il y a le décalage dans l'histoire du terrorisme pour chaque pays. En Algérie, je pense qu'on est en fin de cycle. En Tunisie, on est en début de cycle. En Libye, on est au cœur du cycle, ou là, un peu après la moitié du cycle. Et dans tous l'Algérie doit tenir compte de toutes ces évolutions, parce que ça peut aller d'un pays à l'autre avec une facilité extrême. On l'a vu, c'est la crise libyenne qui a provoqué un effet de domino dans tout le Sahel. Alors Abd, tu me donnes l'occasion, la crise libyenne a fait un effet de domino dans le Sahel. La crise libyenne a précipité la chute de l'homme qui a incarné en Algérie pendant des années la lutte contre le terrorisme. Je veux citer le général Tawfiq. Et le général Tawfiq est tombé après Tigane Tourine, parce qu'on légitimement on pouvait lui reprocher de ne pas être bien informé, bien renseigné, de ne pas avoir anticipé cette attaque terroriste qui a énormément coûté à l'Algérie. 8 milliards de mètres cubes de gaz qui ont cessé d'être importés pendant plus de 2 ans. D'exporter, pardon. On est plus habitué aux importations. pas dans le gaz quand même. Alors une question directe à Hassan Mouali. Quand on a arrêté le général Hassan, avec comme principal chef d'accusation d'avoir protéger des groupes terroristes en liaison avec la Libye, etc. Est-ce que ce n'est pas un mode de gestion du terrorisme tel que Abed était en train de le décrire, avec lequel on a voulu finir pour passer à un autre mode qui est celui de tout éradiquer, qui correspond plus à l'image que l'on se fait de Ahmed Gaïd Salah? Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de jeu, on n'infiltre pas, on ne manipule pas, etc. On ratatine tout sur le passage. Je pense qu'il y a un changement, effectivement. Maintenant, l'histoire du général Hassan, on ne sait pas beaucoup de choses. Il a été mis aux arrêts, mais on ne sait pas trop. Il a été accusé d'avoir créé un groupe armé. À mon sens, c'est très grave. Mais on ne sait pas trop. Le procès était expéditif. Le type il se retrouve en prison, mais l'opinion publique ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il y a des proches du général Hassan qui racontent une toute autre version où on le présente comme un héros. Donc, parfois il est ange, parfois il est démon, on ne sait pas trop. Maintenant, par rapport au général Tawfiq, c'est vrai que c'était une faillite de Tigane Tourine, c'était une faillite. Même si on ne maîtrise pas grand-chose ces histoires de renseignement, mais c'était une faillite parce que économiquement, ça nous a coûté lourdement. Et donc, les services de renseignement ont failli. Le président de la République, en tant que premier responsable de l'armée algérienne, il a fait ses choix. Peut-être que la méthode, effectivement, de lutte contre le terrorisme à l'ancienne ne correspond plus. On a parlé tout à l'heure du terrorisme qui a changé de mode opératoire. Les services de renseignement doivent aussi s'adapter. Le logiciel doit être changé, mais je n'exclus pas quand même une lecture politique, des considérations politiques qui ont bousculé les choses pour que le général Tawfiq soit amené à quitter. Le terrorisme, la pression sécuritaire, le risque sécuritaire en Algérie, intramuros, a reculé. C'est une bonne nouvelle pour faire de la politique sans être parasité par les questions sécuritaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que la menace se fait sentir de moins en moins, mais il faut que les services de sécurité fassent plus attention. Ils n'ont pas prévenu ce qui s'est passé au Sahel. C'était une défaillance très grave des services de sécurité. On ne peut pas laisser sa frontière comme ça. Et il n'est pas exclu qu'à l'avenir, si on dorme comme ça, en se disant mais ça y est, il n'y a plus de menaces, la même chose. Question plus directe à Marine Gresham. Tu viens à peu près tous les matins de Boumerdassa à Alger. Est-ce que tu es favorable parce qu'on maintienne le nombre de barrages que tu traverses tous les matins? Pas du tout. C'est plus justifié. Je pense qu'un barrage, c'est vraiment... On est dans les années 70. C'est classique comme mesure de sécurité. C'est trop classique et c'est extrêmement contraignant. Et qu'ils n'ont qu'à inventer... Ceux qui habitent Alger intramuros ne disent rien, bien sûr. J'avais raconté, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais raconté l'histoire de l'installation des premiers barrages à Alger. Celui de Raya, entre autres. Qui est resté après.
On m'a expliqué qu'à l'époque, au tout début du terrorisme, les terroristes qui rentraient de l'est d'Alger, de l'Khdaria, etc., pour aller déposer des bombes à Alger, utilisaient des bombes avec des minuteurs qui duraient 30 minutes. Et en fait, le but était de ralentir la circulation au maximum, de façon à faire en sorte que ces 30 minutes ne soient jamais... Il n'y a plus de bombes maintenant. Il n'y a plus de minuteurs, il n'y a plus de bombes, mais le réflexe est resté. Moi, j'ai écrit un papier sur un barrage de Baba Ali. Il est là depuis 30 ans. Depuis Bouyaili. Et un jour, j'ai discuté avec un officier de gendarmerie pour dire qu'il faut peut-être lever ce barrage. Il était réellement surpris. Pour lui, ce barrage fait partie de l'ordre naturel des choses. Et donc, on a des gens qui sont venus au métier de la sécurité En trouvant ce barrage. avec un état de fait, qui ont fait une carrière avec et qui n'arrivent pas à imaginer que la vie se passe autrement. Pour nos amis, pour nos nombreux auditeurs qui ne vivent pas en Algérie, qui ne connaissent pas très bien Baba Ali, c'est sur l'autoroute numéro 1. Vers Blida, vers l'ouest, vers le sud aussi, la nationale 1. C'est névralgique. Et Baba Ali, c'est un cauchemar national pour les Algériens. Je ne dis pas que c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas une appréciation. Les gens qui gèrent ce barrage devraient avoir un bilan et savoir ce qu'ils font, mais il faudrait une chaîne de commandement qui puisse organiser la réflexion, les bilans, etc. Et c'est déjà qu'on sache combien coûte un barrage. Oui, il y a quelqu'un qui a fait ces calculs. Quand il y a comme ça, je crois qu'il coûte 200 € et qui capte absolument rien. Très bien, on aura compris, amis auditeurs, le terrorisme est vaincu en Algérie, mais les barrages vont rester. C'est un peu l'Algérie. On se retrouve dans quelques minutes. Ne partez pas très loin. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Deuxième partie du Café Presse politique au pas de charge. On a démarré plus tôt que d'habitude pour raison de demi-finale de la Coupe du Monde, Croatie-Angleterre, qui va démarrer dans quelques minutes. Je ne vous demande pas vos pronostics, messieurs. Il y a eu un article qui a déclenché cette semaine une inquiétude particulière. On s'est retrouvé un petit peu dans l'ambiance du gouvernement Tebboune, tout d'un coup, mais peut-être cette fois-ci avec une pression un peu plus grande, compte tenu du fait que nous sommes dans un contexte d'opération, entre guillemets, main propre. Un article de Liberté qui laisse entendre qu'une enquête est conduite une enquête judiciaire à l'encontre de M. Ali Haddad, président du FCE, et de quelques-uns de ses proches collaborateurs, à la fois vice-président du FCE et autres animateurs de ce syndicat patronal. Alors, nous sommes, à Maghreb Émergent, intéressés à la question, et Ali et Ammar Ingrashen a travaillé dessus. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il s'agit de quelque chose de sérieux? Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à M. Ali Haddad? Je suis effectivement en train de travailler sur la question. On a des éléments concrets. Beaucoup de patrons algériens possèdent des biens à l'étranger alors que leurs activités économiques sont principalement basées en Algérie. On peut citer les derniers? Panama Papers a cité la famille Ben Hamadi, les frères Ben Hamadi de Condor. Hein. Et
et bien d'autres. Donc théoriquement, on peut supposer qu'il y a eu transfert illégal de devises à l'étranger. Maintenant, je ne suis pas juge. On a posé la question, on a eu des informations comme quoi beaucoup d'éléments de l'état-major du Forum des chefs d'entreprise c'était l'état-major de l'armée. Seraient... C'est le CE, c'est le comité exécutif. Ça s'appelle comme ça. Voilà, ferait l'objet d'enquêtes judiciaires. Nous avons essayé de contacter, de les contacter. Certains d'entre eux nous ont répondu. Ils ont effectivement nié être au courant. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, qu'ils n'étaient au courant de rien. Mais une source proche des services de sécurité qui a l'habitude de nous confirmer des informations d'une telle importance nous a confirmé que les enquêtes sont effectivement en cours et c'est, paraît-il, très sérieux cette fois-ci parce qu'on soupçonne que ces transferts ne se font pas d'une façon aléatoire, il y a toute une organisation derrière. On dit que des sommes aussi importantes ne peuvent pas sortir du pays comme ça. Il doit y avoir une organisation et à la tête de cette organisation, il y aurait évidemment des noms. Donc la machine est mise en branle sérieusement. Est-ce que on saura ce qui en résultera dans les semaines ou peut-être les mois à venir? C'est ce qu'on nous dit. Mais on verra. Peut-être on a vu ce qui s'est passé avec le gouvernement Tebboune. Il y a eu une volonté de traquer les fortunes mal acquises, mais très vite, la machine a été stoppée. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci? On assure que ça ne va pas être le cas, mais on verra. Le temps nous le dira. Alors, messieurs, est-ce qu'une enquête judiciaire qui pourrait mettre en grande difficulté le puissant président du Forum des chefs d'entreprise, M. Ali Haddad, sous l'ère Bouteflika, sous l'ère en particulier de Saïd Bouteflika, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît sérieux? Moi, ce qui me paraît très sérieux, c'est par exemple de passer à côté du square pour Saïd et ne plus trouver les combis dehors. Ce qui serait sérieux serait une opération en main propre où tous les détails seraient transmis de manière complètement transparente à la population et des réformes où on impliquerait la population. Autre chose que ça, rien ne me paraît très sérieux. Enfin, on peut être démenti. On peut se retrouver peut-être avec des chefs d'entreprise du FCE en grande difficulté. C'est un jeu des chaises musicales. En fait, il y a l'argent sale, l'argent brutal, l'argent politique. Il y a la politique et il y a le peuple. Abed? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier? Il n'y a pas sans explication. On a vécu l'épisode Tebboune qui s'est attaqué à des patrons d'entreprise, à des forces de l'argent, pas aux forces de l'argent. Et donc, ça s'est rapidement tassé et Tebboune est parti. Alors, est-ce qu'on est en train de changer de pouvoir? Et donc, le nouveau pouvoir est en train de mettre un peu d'ordre avant de s'installer. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que le même pouvoir serait tenté de changer un petit peu les têtes de file dans les milieux de l'argent? Il faut... il y a quelques années de ça, par exemple, M. Rabrab était quand même quelqu'un qui était assez proche des milieux du pouvoir. Donc, il a été éjecté avec quelques-uns et on a pris quelqu'un d'autre. Et donc, on s'est appuyé sur d'autres cercles. Donc, deuxième hypothèse. Que tu as l'air de préférer à la première. Non, j'essaie de comprendre. Je ne préfère pas, j'essaie de comprendre. Moi, ce que je préfère, c'est comme explication, je veux dire. Non, attends. Il y a deux détails. Aujourd'hui, Ali Haddad est à Paris. Le deuxième détail, c'est que toute cette affaire a commencé par une histoire de cocaïne venue de l'étranger avec des conteneurs qui ont été apparemment visités à Valence, en Espagne, avant de continuer en Algérie. Donc, fondamentalement, la décision première qui a concerné cette affaire de cocaïne,
elle est venue de l'extérieur. La main de l'étranger, c'est du folklore, mais c'est aussi quelque chose qui existe. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'environnement international de l'Algérie, des gens qui s'impatientent, qui en ont marre de cette situation, pas forcément pour la bonne cause, pour ce que nous espérons. Si ces gens-là veulent impliquer l'Algérie dans ce qui se passe au Sahel ou là en Libye ou là, et que l'Algérie ne veut pas y aller, peut-être qu'ils ont envie que ça bouge. Abed, ça fait longtemps que tu n'es pas venu au CPP, on ne se souvient pas de ce que tu souhaites, de ce que tu espères. Ce que nous espérons, c'est... Je le dirai en off. Donc, et voilà, ce type de... Ali Haddad est à Paris aujourd'hui, les choses ont commencé de l'extérieur, on voit des éléments concrets. Maintenant, on est dans une histoire, pour moi, le 5e mandat est plié. On y va. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, à la fois interne et externe, de dire que ce pays qui stagne sur une période aussi longue, alors que la région a besoin de certaines choses, est-ce qu'il n'y a pas des forces donc, qui sont un peu gênées, qui veulent, je vais utiliser le mot, déstabiliser, qui peut être utilisé par le pouvoir algérien, mais voilà, c'est qui veulent recomposer le spectacle. Alors, voilà. Tout le monde aura noté que Abd Sharif a introduit la dimension cocaïne, donc quelque chose qui, dans le premier récit, on en avait parlé. Est-ce qu'il y a un lien entre l'affaire de la cocaïne, de Kamel Boucher, et puis de cette extension de l'enquête à des cercles qui sont des cercles formels, respectables du FCE? Tout ce qui concerne des secteurs où on actionne la justice est forcément lié à des questions de pouvoir en Algérie. Il n'y a pas une justice qui gère quelque chose de manière indépendante. Moi, je pense que c'était attendu un petit peu que des noms sortent après l'affaire de Boucher, cocaïne et tout ça. Et le pouvoir... il a du génie aussi. Il y a des gens qui réfléchissent au sein du pouvoir qui veulent tirer parti de cette affaire de cocaïne parce que quelque part elle noircit le tableau d'image du régime. Donc ils essaient de retourner la situation à leur faveur. Donc c'est le pouvoir actuel. Oui, bien sûr. C'est pas un nouveau pouvoir qui est en train de s'installer. Ce qu'a dit donc on y pose hypothèse 1. L'un n'empêche pas l'autre. Un nouveau pouvoir. Est issu de celui qui est là. Oui, absolument. C'est pas un pouvoir démocratique. Il ne va pas y avoir de rupture. Donc je pense que c'était attendu que des noms sortent et des noms, forcément des noms qui n'ont pas bonne presse. Ali Haddad, quelqu'un d'autre. On a comme ça des balançantes. Ali Haddad n'a pas bonne presse? Enfin, je pense qu'il n'a pas bonne presse. Oui, je pense. Et donc, ça va faire peut-être plaisir à l'opinion que des gens comme ça puissent être traînés devant les tribunaux, mais je ne pense pas que ça puisse aller loin. La preuve, aujourd'hui, il est à Paris, comme le dit Abed, à la tête d'une délégation avec le vice-président du FCE, le gars de GIL FCE. Il aurait été reçu par le nouveau patron du MEDEF. Je pense on lui a demandé d'aller en France. D'abord, c'est un signal pour la France que le type, il est propre, il est clean. On a reçu M. Mohamed Skandarbi, président du GIL FCE, il y a à peine une semaine ici, et il était prévu, cette visite était prévue. Était prévue. Oui. Était prévue. Peut-être que c'est destiné aussi, le fait qu'on en rende compte, que le FCE communique sur ça, pour dire qu'il est en mission en France. La France, ce n'est pas n'importe quel pays. Malheureusement, on a des liens. Il peut y avoir des pressions aussi. Donc Ali Haddad, il est toujours le patron des patrons algériens. Il est crédible vis-à-vis du pouvoir algérien parce qu'il a décliné même la feuille de route du gouvernement algérien. J'ai lu une phrase comme ça. C'est comme s'il était lui-même le Premier ministre algérien. Il parle des projections du pouvoir. Maintenant, moi, je ne pense pas que ça puisse aller jusqu'à le traîner devant les tribunaux et qu'il soit coffré. Attendez, messieurs. Ce qui peut se passer, c'est qu'en octobre ou novembre, je crois qu'il va y avoir l'Assemblée générale du FCE. Là, je rentre dans l'hypothèse évoquée par Abd Sharif. Peut-être qu'ils vont demander à Haddad de se barrer. Ils vont placer quelqu'un d'autre pour crédibiliser le 5e mandat. Voilà les nouveaux visages qui vont accompagner Bouteflika 5. Voilà un peu ce que je pense. Il y a des sources qui disent que le Boucher Kamel Cheikhi serait le coordinateur des opérations de transfert de devises à l'étranger.
C'est pas encore confirmé. C'est un objet des enquêtes qui sont en train d'être menées. Parce qu'en parenthèse, il faut quand même payer les quintaux de cocaïne qui viennent de l'étranger. Donc, ce serait ça son intérêt à capter et à organiser un réseau de transfert de devises, ce serait aussi pour payer. Probablement. Par contre, d'un point de vue politique, et là-dessus je suis d'accord avec Abd Sharaf, la justice n'entreprend jamais des actions d'une façon indépendante, c'est toujours lié à une question de pouvoir. Et dans ce cas, les deux questions qui se posent à mon sens seraient celles de savoir si c'est le clan Bouteflika qui organise cette opération de moralisation, disons, de la vie publique, etc., pour préparer le terrain pour fluidifier le 5e mandat. Voilà, pour mieux faire passer le 5e mandat en disant on va nettoyer, ou alors ça serait le clan adverse qui utiliserait les talons d'Achille, qui attaquerait les talons d'Achille. Le clan d'en face, bien sûr. Juste un petit mot par rapport à le transfert illicite des devises. Mais tous les Algériens savent que Ali Haddad possède au moins 2 hôtels à Barcelone et que la législation algérienne, la Banque centrale, interdit le transfert des devises. Son projet en Italie a été invalidé parce qu'il n'avait pas de quoi payer. L'Algérie ne voulait pas lui donner de l'argent. Donc, un homme d'affaires algérien, un homme politique algérien qui n'a pas d'argent ici, comme Amr Saadani, qui s'est acheté un super appartement à Paris dans les Hauts-de-Seine. Si vous n'avez aucune rente en France ou en Espagne, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre d'acquisition. Donc, c'est clair qu'il y a une entorse à la législation algérienne, il y a une fuite des capitaux. Le clan d'en face, est-ce qu'on peut en dire un mot? Parce que depuis tout à l'heure, il me semble qu'on tourne un peu autour de... S'il y a un clan qui essaie de moraliser, si ce n'est pas le clan présidentiel, bon, si c'est le clan présidentiel, c'est du génie, voilà, Saïd phosphore, et il va dire je renouvelle, voilà, il y a trop de ripoux autour de moi, je renouvelle. Mais si c'est le clan d'en face, on peut imaginer que ça soit ce clan. Moi, je me rappelle toujours de l'enquête Chakib Khalil. Elle a démarré, les gens pensaient qu'elle n'arriverait pas jusqu'à Chakib Khalil. Chakib Khalil, c'est un beau jour sauvé. Mais à l'époque, il y avait le DRS. Il y avait le DRS. Est-ce qu'on peut imaginer, on va finir avec ça peut-être, qu'aujourd'hui c'est Ahmed Gaïd Salah qui joue le rôle qu'a joué Général Tawfiq donc du DRS, avec ou pas, c'est une question que je vous pose, avec ou pas l'appui du Général Tartag. Peut-être qu'il est de ce côté-là de la ligne ou de ce côté-là. Messieurs, vous mouillez. Je vais répondre très brièvement. Quelqu'un qui n'est pas à l'abri d'un décret présidentiel, d'une ligne sur le journal officiel, ne peut pas mener. C'était le cas de Tawfiq, il a pourtant conduit l'enquête Khalil jusqu'à son départ. On a vu le résultat. Ça s'est passé bien. Non, on a vu le résultat à l'époque et aujourd'hui c'est une bonne leçon pour ceux. Il y a les pouvoirs. Non, mais moi je pense qu'on fait des lectures qui sont erronées sur ça. Il n'y a pas de clan d'en face. Oui. Il y a un clan qui est au pouvoir et il y a eu de tout temps une espèce de colonne vertébrale donc du pouvoir qui assure un petit peu la continuité. Tawfiq a fait ça pendant 20 ans. Gaïd Salah joue ce rôle aujourd'hui, mais il n'est pas dans la stature d'un clan en face. Il est dans la stature de quelque chose qui est là, plus ou moins pérenne, donc qui jongle avec les conjonctures, etc. Mais il n'y a pas de clan en face. Le clan en face, le pouvoir, c'est Bouteflika. Et si le Bouteflika part, entre guillemets, donc cette pérennité du pouvoir est là. Elle va assurer la succession. Ce qui fait que tous ces gens-là, Arbrab, Ali Haddad, etc., ils avaient de l'argent, ils ont acheté des biens à l'étranger, des investissements. Ammar Saïdani, celui qui a un yacht à 10 millions de dollars. Bon, tous ces gens-là ont plein d'argent. Quand ils sont ça ne pose aucun problème. Quand ils veulent exister de manière autonome, on les détruit, ou là, on fait pression sur eux. Mais il y a aussi une autre conjoncture, c'est que quand on a envie de manœuvrer pour un objectif politique, on utilise, c'est des quilles, et Ali Haddad peut devenir une quille. Mais c'est juste ce rôle. C'est-à-dire, personne n'a envie de le traîner devant les tribunaux, là, de le mettre en prison, ou là, de considérer qu'il a fait du trafic, ou là, qu'il a transféré illégalement. Non.
si jamais il est attaqué, c'est parce que c'est une quille dans un jeu, pas plus. Pour servir de paravent, oui. Moi, ce que j'en tire, le dernier mot que je vais en tirer, cette affaire-là, cette affaire de cocaïne, ces affaires qui sont en train de sortir, malheureusement, la justice, il dégrade la justice algérienne et ne la renforce pas, contrairement à ce qu'on croit. Moi, je pense que donner une image d'un pouvoir aussi homogène, c'est pas très sérieux. Hein. Le pouvoir algérien est profondément clanique. Il y a eu toujours des conflits à l'intérieur. Il y a un SMIC, c'est que quand un clan l'emporte sur l'autre, il y a une discipline qui s'impose. Mais dire qu'il n'y a pas de conflit sérieux au sommet de l'État, c'est pas très sérieux. Ça relève d'une méconnaissance du système algérien. On va faire comme si... On va pas parler de clan, c'est-à-dire, Abed, il te dit, il n'y a pas de clan. C'est vrai qu'il n'y a pas de clan. Il y a un pouvoir, c'est un bloc, mais il n'est pas monolithique. Il y a des sensibilités qui s'expriment. Il y a par exemple, il y a le clan, on va dire, demain, si le président Bouteflika décide d'être candidat, il sera soutenu, tout le monde. Ils seront tous au garde à vous, point barre. Donc, oui, on a dit qu'il y a un consensus sur Bouteflika, mais pas sur l'après-Bouteflika. C'est déjà différent. Bien, on ne va pas relancer ce débat éternel. Nos amis, nous arrivons à la fin de cette émission. La demi-finale de la Coupe du Monde arrive dans quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous et à mercredi prochain. Merci. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.